J'étais aussi un hyperactif. D'accord. Je courais dans tous les sens et je crois que j'étais pas un enfant facile. On a mesuré les montagnes, on a fait d'autres bêtises aussi. Quelqu'un m'a dit une fois dans une formation, qu'est-ce qui est important pour vous? Et tout le monde écrit la famille, ceci ou cela. Elle a dit, non, vous, c'est d'abord vous. Parce que si vous n'allez pas bien, comment les autres autour de vous peuvent bien... oui. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Le Cabinet de Curiosité, un podcast proposé par la House of Training dans lequel vous allez découvrir et redécouvrir des personnalités de l'écosystème luxembourgeois sous un angle inédit. Cet angle, c'est celui de l'esprit de curiosité, celui par lequel enfant, on apprend, on découvre, on s'étonne aussi et qui parfois s'érode à l'âge adulte. Une curiosité qui mérite pourtant d'être entretenue tout au long de la vie et c'est le message que la House of Training souhaite partager avec vous durant cette série. Avec nos invités, nous parlerons de la naissance de leur vocation, de leur formation, mais également du rapport qu'ils entretiennent avec l'évolution de leur profession. Installez-vous confortablement, c'est le deuxième épisode du Cabinet de Curiosité. Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Julien. Pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez de la manière qui vous plaît. Je m'appelle Thierry, Thierry Flies. Je suis luxembourgeois, j'habite au Luxembourg, j'ai une famille mariée avec 2 enfants. J'ai 49 ans, je suis né un 29 février. D'accord, ça c'est une originalité oui, déjà. C'est ça, moi j'aime bien l'ingénierie, j'aime bien la vie aussi, j'aime bien être en contact avec les gens. Et mon métier me permet de rester en contact avec les gens, c'est très important pour moi. Parfait. C'est ça. Eh ben, c'est l'objectif de cette interview aussi, de prendre contact et de vous découvrir un peu plus. Notre émission est divisée en 3 parties. La première qui s'appelle « Curieux comme un enfant », durant laquelle nous allons retracer vos années d'enfance, d'apprentissage aussi, d'apprentissage en tout cas initial, et peut-être d'études secondaires également. Dans la deuxième partie, « Curieux comme un entrepreneur », bien évidemment, ce seront vos années professionnelles, celles durant lesquelles vous continuez sans doute à vous former, à ce que j'ai cru comprendre. Oui. Et puis enfin, une dernière partie qui s'intitule « Curieux tout simplement », dans laquelle nous évoquerons un petit peu l'avenir, ce vers quoi la curiosité vous porte aujourd'hui. Mais pour commencer, donc, dans cette première partie, j'aurais aimé vous poser la question suivante. Quel type d'enfant étiez-vous? Est-ce que vous étiez un enfant curieux, plus précisément? J'étais un enfant curieux, je crois que chaque enfant est curieux à part ça. C'est vrai. Il faut juste lui donner l'environnement pour qu'il puisse s'épanouir et puis pour qu'il puisse rester curieux. Mais ça, c'est mon avis. Oui, j'étais très curieux. J'étais aussi un hyperactif. D'accord. Je courais dans tous les sens. Et je crois que je n'étais pas un enfant facile. Mais ouais. Il faudra plutôt quand même demander à mes parents. Votre environnement, justement, quel était-il? Moi, je viens d'Haffingen. Il y en a beaucoup d'ingénieurs qui viennent d'Haffingen. À part ça, je crois qu'on a un grand nombre d'ingénieurs qui viennent de là-bas. Mes grands-parents étaient agriculteurs. D'accord. Et c'était vraiment, surtout pendant les vacances, en dehors de l'école, j'ai bien aimé aider ou être à la ferme. Faire du tracteur. C'est ça, même si on n'avait pas le permis, mais peu importe. Et puis aider à la ferme, c'était quand même quelque chose pendant les vacances qui m'a fait plaisir. Et puis oui, j'étais dans la nature, dans l'environnement, et ça fait du bien. Les enfants, par exemple, vous qui êtes ingénieur, vous allez comprendre ça, ils aiment démonter les choses et les remonter pour comprendre comment ça marche, entre guillemets. Est-ce que ça, c'était une attitude que vous aviez enfant? J'ai bien joué à l'extérieur. J'ai construit déjà des barrages dans les ruisselets où j'ai des châteaux avec des boîtes de foin, des boîtes de foin. Ça m'a toujours fait plaisir. Après, j'ai joué aussi à la maison avec du Playmobil, du Lego il y avait un mois. Construire quelque chose, ça c'était toujours quelque chose qui m'a passionné. L'enfance, c'est vraiment la période des constructions des cabanes ou des modes de transport qui n'existent pas encore. Est-ce que selon vous, les enfants sont des ingénieurs nés? C'est-à-dire que dans chaque enfant, il y a un ingénieur qui sommeille en quelque sorte. Des bâtisseurs, certainement. Tout le monde construit quelque chose. Bien sûr. Est-ce que c'est tout de suite un ingénieur? Je crois de base, pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que si on les laisse jouer, si on leur laisse un espace, je crois qu'ils vont construire quelque chose. Tu mets un enfant le matin sur un tapis, je crois que le soir, tu verras quelque chose ou au moins un résultat.
il ne faudra pas le laisser maintenant 8 heures sur le tapis. Mais ça, oui, mais je crois qu'on lui donne un espace, on lui donne un tapis pour jouer. Bien sûr, il va vous faire quelque chose. Sinon, il va s'ennuyer. Oui, et personne ne veut s'ennuyer, en quelque sorte. Ça, c'est clair. Les années d'enfance, c'est les années d'école, l'école fondamentale et après collège, lycée. Quel rapport vous entretenez avec l'école et les études de manière plus générale? Vous vous amusez, vous vous y plaisez? Oui, je ne crois pas un enfant facile parce que j'ai parlé beaucoup trop. D'accord. Et j'étais pour ça assez souvent dans la première rangée. Moi, je dois dire, j'étais quand même un bon élève parce que j'avais des facilités. Ouais. J'avais des facilités. J'ai fait beaucoup de sport à côté, soit du basket, parce qu'à j'ai joué du basket, ça c'est sûr. J'ai fait encore du tennis, j'ai fait encore de la musique, joué de la trompette. Ça veut dire que j'avais encore beaucoup de temps pour mes loisirs. C'est vrai. Et l'école, c'était quand même quelque chose que j'ai bien aimé parce que j'étais un bon élève, en quelque sorte, même si j'ai parlé peut-être un peu. Oui. C'est toujours plus facile pour celui qui s'en sort bien, évidemment. C'est ça. D'accord. Intéressant, je fais un petit détour parce que vous disiez juste avant, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, apprentissage du sport et d'un instrument de musique, par exemple. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, de vous former à une activité sportive ou à l'apprentissage d'un instrument? Je trouve, par exemple, le sport tout court, je crois que c'est bon pour la santé. Et de toute façon, on va parfois voir les limites. Ouais. Pas toujours, mais quand même, on s'entraîne pour quand même gagner. Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Et aussi, soit en équipe ou soit seul. Ouais. Le tennis, c'était seul. Pourquoi j'ai joué du tennis? Parce que j'ai toujours perdu contre mon père. Je me suis dit, non, je dois gagner. Je fais deux années de tennis. Alors après, j'ai gagné et il n'a plus joué avec moi après. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord. Le basket, c'est en équipe. Et je trouve le collectif, il est important. Ouais. Je peux que conseiller à quelqu'un de faire quelque chose en équipe, soit en orchestre, ou soit comme la musique, ou soit en équipe. Sport d'équipe, c'est quand même quelque chose de fascinant. Ce qui voudrait dire aussi qu'on apprend, selon vous, mieux, et en tout cas différemment, quand on est en groupe que quand on est tout seul. Je suis certain qu'on peut apprendre plus quand on est en groupe. Ça, c'est sûr. Intéressant. Oui. Très bien, très bien. Sur les années d'école, notamment, alors peut-être pas cette fois-ci l'école fondamentale, mais les études supérieures, donc celles où un dessin professionnel commence à apparaître, donc l'ingénierie en l'occurrence, comment ça se passe? Je crois que vous partez en Suisse. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette étape de votre apprentissage? Moi, j'ai adoré les maths. Il y en a peu qui adorent les maths, mais j'ai même lu pendant mes loisirs aussi des livres de mathématiques. D'accord. Je crois que j'étais un cas un peu spécial. Mais j'ai adoré les maths et je voulais devenir prof de mathématiques. D'accord. J'ai donné des cours de rattrapage, mais je n'avais pas assez de patience, à mon avis, pour, la pédagogie. Pour vraiment la pédagogie. Je veux bien expliquer à l'un ou l'autre, mais à un certain moment, je crois que j'ai cherché plutôt un côté plus pratique. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, je ne vais pas faire prof de maths. Mais alors, j'ai cherché quelque chose qui avait quelque chose à faire avec les maths. Je voulais alors aller au cadastre. D'accord. Cadastre, alors tu peux combiner maths et terrain. Absolument. Et ça m'a bien plu. Alors, je me suis dit, OK, où on peut étudier du cadastre? Et l'ancien directeur, M. Schonkart, il a étudié à Lausanne. Il m'a conseillé, mais va à Lausanne parce que le sujet il est beaucoup plus vaste. Les études sont en français, ce qui m'a bien plu. Et puis, entre autres aussi, les études sont vastes. Il n'y a pas que la topographie, il y en a beaucoup plus. Et heureusement, j'ai choisi alors les études d'ingénieur génie rural, spécialisation géomatique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. OK. Où j'ai commencé alors à Lausanne et j'étais le seul luxembourgeois, pas vraiment. J'ai cru au moins, parce que le premier jour quand on s'est présenté, j'ai dit je viens du Luxembourg et il y a la personne devant moi, elle s'est retournée, je komme noch. On a bien rigolé. Okay. Au moins on s'est retrouvés là-bas et ça facilite toujours. Ah bah oui, évidemment. Évidemment d'avoir un camarade. C'est ça, c'est ça. Très bien. Alors là, ça c'est un vrai objet de curiosité. Pour le coup, les études cadastrales, je ne sais pas si c'est le bon mot. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des études au cadastre?
Pour le cadastre, c'est l'abondement, le relevé de parcelles, et tout ça. Bah, c'est d'abord une bonne base de mathématiques, aussi physique quand même, comment fonctionne la Terre. Et après, il y a alors la mensuration, en Suisse on appelle ça, c'est tout le secteur de la topographie. Mais en quelque sorte, à Lausanne, le génie rural, tu n'as pas fait seulement que ça, tu as fait aussi de l'hydraulique, de l'hydrologie, tu as fait de l'infrastructure, même de la statique. Ça permet de toucher à plein de choses. L'urbanisme, on a vraiment fait toute la palette d'ingénieurs génie rural, en quelque sorte du génie civil. Et ça m'a vraiment intéressé. Oui. Et c'était tellement polyvalent que ça m'a vraiment amené. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir eu cette polyvalence. Ce qui m'a plu aussi à Lausanne, c'est on a fait beaucoup de travaux pratiques. On a fait beaucoup de campagnes de terrain. Par exemple, en été, on était une semaine dans les montagnes. On a mesuré les montagnes. On a fait d'autres bêtises aussi. mais c'est vrai que c'était très pratique. Et parfois, on a fait seul, mais aussi en groupe. Et je trouve que c'est une bonne école. Malheureusement, ce que moi j'ai étudié, ça n'existe plus. Ah d'accord. Oui, okay. Le génie civil existe encore, mais le génie rural, c'est maintenant biotechnologie. Et puis, ça n'existe plus. Mais c'est vrai que c'était très polyvalent et très pratique. Et le pratique, c'est quand même quelque chose qui manque dans l'enseignement. Et j'ai retrouvé ça quand même à Lausanne. Et ça m'a fait du plaisir. On va y revenir tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est à ce moment-là que la vocation s'est confirmée du métier d'ingénieur pour vous. C'est ça. Moi, j'ai fait après 2 stages au cadastre et c'était toujours, les stages m'ont toujours bien plu. Mais je savais tout de suite, non, je veux aller quand même dans le secteur privé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais assez vite décidé d'aller dans le secteur privé pour travailler sur des projets encore plus concrets qu'on peut voir tous les jours. Merci pour cette réponse, Thierry. Je rebondis justement sur ce que vous me disiez par rapport au secteur privé. Le métier d'ingénieur renvoie également au secteur public. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point et comment les choses, l'embranchement se fait? C'est vrai qu'actuellement, il y en a beaucoup qui travaillent dans le public, mais aussi dans le privé. Un de mes amis de Lausanne, il s'est décidé pour l'administration du cadastre. Bien sûr, il fait maintenant il est un des chefs du Géoportail, que je crois que beaucoup connaissent. Moi, j'ai pris la décision plutôt pour le secteur privé parce que je voulais être indépendant. Quand même un peu rebelle et voir, je veux m'épanouir chaque jour et faire ce que je veux bien faire. Et je crois que le public a quand même mis un cadre, ce qui est bien aussi, bien sûr, dans lequel on ne peut peut-être pas s'épanouir comme dans le privé, à mon avis. Je n'ai jamais vécu le public, alors je ne peux pas maintenant dire que... Vous diriez que le fait de pouvoir repousser certaines frontières, certaines limites, la possibilité d'innover est plus forte dans le privé, c'est ça ? Je crois que oui. Le privé est plus innovatif. Je crois que le public fait tout pour, mais je crois qu'on peut plus vite enlever des barrières dans le privé. Ça veut dire qu'on peut quand même avancer plus vite. C'est clair que d'un point de vue package salarial, si on en parle, je crois que c'est vrai que c'est challenging d'être compétitif dans le privé avec le public. On fait tout pour. Mais pourquoi ne pas commencer dans le privé et déjà voir comment, si on s'y retrouve, si ça plaît, et si ça plaît, pourquoi ne pas rester dans le privé? Très clair. Merci pour ces explications, Thierry. Je passe à la deuxième partie de notre émission, Curieux comme un entrepreneur. Je lisais dans une interview que vous avez donnée récemment que le métier d'ingénieur était challenging et demandait une grande adaptabilité et flexibilité. Comment justement vous réussissez ce grand écart, entre guillemets? Je crois qu'il faut rester à l'écoute des besoins. Il y a des clients qui ont un besoin, un souhait, qui rêvent de quelque chose. Et il faut déjà comprendre ce qu'ils veulent. Et il ne faut pas imposer maintenant une solution. Et beaucoup font peut-être l'erreur d'imposer quelque chose, mais c'est plutôt d'écouter et de se dire, OK, comment je peux l'aider? Et ça, c'est très important. Et pour cela, il faut quand même déjà pouvoir s'adapter et être flexible. On ne peut pas seulement imposer sa vue, sa vision. Je crois qu'il faut être à l'écoute. Ça, c'est clair. Et pour l'ingénieur, je crois qu'il faut amener aussi une plus-value. Parce que si on fait toujours comme on a toujours fait, je crois qu'il faut d'abord comprendre les besoins et après donner un retour
avec une certaine plus-value. Ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez qu'une des conditions aussi de cette adaptabilité, de cette flexibilité, c'est justement de conserver un esprit de curiosité et d'ouverture envers les choses? Ceux qui ne sont pas curieux, je crois qu'ils ont du mal à s'adapter, oui, et à être flexibles. Je crois que tout le monde doit quand même s'adapter dans un monde qui bouge tellement vite. Ouais. On ne peut pas toujours faire comme on veut ou comme on a toujours fait. Ouais. Est-ce que c'est une question de curiosité? Maintenant, je crois que de base, tout le monde est curieux. Si tu parles de ton voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis curieux. Et aussi dans le job, je crois que c'est important qu'on reste aussi curieux. Oui, c'est ça. Vous le disiez tout à l'heure, cette polyvalence, ça vous a plu. Et pour assumer une polyvalence, il faut garder de la curiosité. Passer d'un sujet à l'autre, c'est une des vertus que vous aimez employer au service de votre métier. C'est ça. C'est pour ça que notre métier est intéressant, parce que tu peux t'épanouir pas seulement dans une voie, mais tu as plusieurs voies en tant qu'ingénieur. Peu importe si tu es maintenant ingénieur industriel ou ingénieur dans le génie civil, comme moi par exemple, ou dans d'autres domaines, je crois que l'ingénieur doit rester aussi très polyvalent. Ouais. Il y a une question qui me fascine vraiment, que j'aimerais vous poser, c'est comment on fait pour être, en tant qu'ingénieur, innovant lorsque les technologies évoluent quasiment, alors en ce moment c'est quasiment chaque semaine ou chaque mois, comment on fait pour garder une capacité d'innovation dans un rythme effréné d'avancée, enfin une avancée qui est exponentielle effectivement. Comment on fait? On a parfois l'impression que beaucoup change. Et c'est vrai qu'il y a de nouvelles technologies, mais si on les suit de près, on remarque aussi tout de suite que ça n'avance quand même pas si vite que tout le monde prétend. Je crois que les nouvelles technologies ou les technologies tout court, ça avance et c'est une bonne chose et ça doit avancer. Il faut être toujours à jour, s'informer. Et c'est vrai, dans le génie technique, ça avance très très vite. Et là, c'est plus difficile. Dans le génie civil, ça avance, oui. Il faut faire avancer, mais pas dans le rythme qu'on peut plus suivre. Bien sûr, bien sûr. À cet égard, votre parcours professionnel, lui, se caractérise vraiment par, j'ai l'impression, une volonté de faire évoluer sans cesse vos connaissances et vos compétences. J'ai lu, alors vous avez suivi des formations techniques, bien sûr, mais également dans le management, dans la maîtrise des coûts, dans la médiation, dans la prise de parole en public. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces formations que vous suivez perpétuellement au jour le jour? Le métier d'ingénieur, à l'école, on apprend plutôt le côté technique. Heureusement, j'avais aussi beaucoup de côté pratique, parce que je trouve qu'il faut que le monde professionnel et le monde de l'école se rapprochent. Je crois que ça c'est déjà une bonne chose. Et c'est pour ça que le côté pratique, il est très important. Maintenant, la question, c'était déjà... En quoi, justement, toutes ces formations que vous avez suivies dans des domaines extrêmement différents, qu'est-ce que ça vous apporte? Mais parce que le côté technique, on apprend à l'école, côté pratique aussi, et l'humain. Dans notre métier, mais je crois aussi dans tous les autres, l'humain est très important. On a affaire avec, on fait des prestations de services, on a affaire avec des ingénieurs. Je dis toujours des adultes, ingénieurs adultes et vaccinés. Et je crois qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Surtout la nouvelle génération, elle sait encore mieux que peut-être celle d'avant. Et je crois qu'il faut être à l'écoute et apprendre ça. C'était pour ça, entre autres, la médiation, c'était pour moi un cours essentiel qui m'a appris de comprendre... déjà d'apprendre à écouter activement, aussi de donner du feedback, comment le faire avec du relooping et des choses comme ça. Et la médiation, par exemple, c'était une formation complémentaire que j'ai fait qui était important. J'ai fait aussi du coaching en entreprise pour coacher. Je crois que quand on est manager, on est coach, en quelque sorte. On n'est plus ingénieur, on est plutôt coach et on essaye de fédérer. Ça veut dire de rassembler les employés, de les motiver, de leur donner aussi du sens à leur travail, et puis de vraiment suivre les employés dans leur évolution. C'est pour ça que les formations sont essentielles. J'ai fait récemment le mini-MBA ici en Sustainability Management, parce que ça combine en quelque sorte RH, mais aussi le sujet de la sustainability, du développement durable. C'est quelque chose quand même d'essentiel aussi pour les années à venir.
Et je trouve de combiner ces deux-là, c'est déjà une bonne chose. Et il faut le vivre chaque jour à l'entreprise. Oui. Ah ouais. Vous l'avez dit, vous êtes manager d'équipe. Comment cette appétence à la formation, vous la transmettez à vos équipiers, justement? Comment vous leur faites comprendre que c'est fondamental? Il faut d'abord donner l'exemple. Ça veut dire qu'on commence par soi-même. Et si on remarque, et je suis vraiment celui dans notre entreprise qui fait le plus de formation, je crois que ça doit commencer peut-être par là. Mais il faut d'abord donner l'exemple. Et les autres suivent l'exemple. C'est déjà la première chose. On ne met jamais de barrière à une formation. Ils peuvent venir, ils peuvent demander une formation. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais refusé. De ce que moi je sais, on n'a jamais refusé une formation. Il faut vraiment se former. On a même, chez nous, chez Schröder Associés, on a un centre de formation où on fait vraiment des formations spécifiques à notre métier, mais aussi à notre bureau. Et les gens veulent bien se former. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste donner aussi le temps pour le faire. Ah, évidemment. Oui, le temps pour le faire et des opportunités. Qu'ils suivent alors les opportunités de formation. Est-ce qu'on peut dire aussi, et je pense que vous ne contredirez pas ça, que c'est une source de plaisir de se former, d'apprendre de nouvelles choses? C'est clair que d'apprendre quelque chose, c'est toujours important. Et on voit d'autres sujets qu'on ne maîtrise peut-être pas. On ne se sent peut-être pas tout de suite à l'aise, mais pourquoi ne pas sortir de sa comfort zone? Ça fait du bien aussi parfois. Et puis aussi, on rencontre des gens. Quand tu fais une formation, tu rencontres d'autres qui ont peut-être d'autres problèmes et qui aiment bien. Et déjà, les échanges pendant des heures de formation, c'est presque le plus important. Ouais, j'explique, quand j'ai fait le mini-MBA ici à la House of Training, on avait un bon groupe et je suis resté en contact avec 3. Ouais. On va se voir régulièrement, on va manger, d'accord? Il faut. Régulièrement autour d'une table et puis on discute et on dit qu'est-ce que tu fais maintenant, ceci ou cela. Moi, je suis maintenant en train de mettre en place dans notre bureau la question comment je gère le HR. Ce que j'ai appris au mini-MBA, on est en train de mettre ça en place dans notre bureau. Et puis, alors, je raconte aux autres, et ils écoutent, et ils posent des questions, et ils me racontent d'autres choses qu'ils ont mis en place. Je trouve l'échange est important. Ouais. À cet égard, d'ailleurs, je crois que vous êtes président de l'Association des ingénieurs et scientifiques du Luxembourg. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce poste que vous occupez? Je l'occupe maintenant depuis peu, très récemment. Ça, c'est aussi pour échanger avec d'autres. Échanger et transmettre. Transmettre, déjà aussi faire la promotion des sciences et de l'ingénierie, que c'est important quand même aussi, et qu'il ne faut pas maintenant dire « Oh, j'aime pas les maths, alors je ne deviens pas ingénieur ». Ça, c'est penser trop court. Je crois que aussi, là, l'enseignement a aussi une responsabilité de dire « Ok, mais les maths, c'est génial, faites les maths parce que vous pouvez devenir ingénieur ». Il faut peut-être aussi là montrer pourquoi utiliser les maths et comment les utiliser. Mais ça, c'est un autre sujet, et on est en train de vraiment promouvoir l'ingénierie, les sciences, avec le Wissensatelier, d'amener de la technique à l'école, de dire, OK, aussi le côté pratique est important. Ça, on est en train déjà depuis 10 ans, le Wissensatelier, on est en train de vraiment promouvoir l'ingénierie et de chercher l'échange avec les ministères, les écoles et avec d'autres associations. Sur l'aspect, la paire théorie-pratique, est-ce que vous avez l'impression que, alors sur le sujet de l'ingénieur, de l'ingénierie, puisque c'est le vôtre, qu'entre l'école et l'entreprise, il manque certains ponts? Il y a beaucoup d'efforts qui se font, aussi de la Chambre de commerce, de la FEDIL, maintenant de notre association. Je crois qu'il y a la Young Entrepreneur Lutzelburg qui ont fêté maintenant les 20 ans récemment. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives et c'est bien. Aussi, les écoles montrent et les lycées montrent un intérêt. C'est une bonne chose et beaucoup de choses se mettent en place. C'est vrai, je donne un exemple. Il y a au lycée Aline Mayrisch, il y a un makerspace. Je trouve ça top. Il donne comme cours à option un makerspace où tu peux construire quelque chose, tu peux programmer quelque chose. Et ça, je trouve ça, c'est un exemple, par exemple, à suivre. Et les lycées ont bien compris que c'est pas que le côté théorique, mais que c'est aussi le côté pratique qui est quand même de plus en plus important. Mais
dans le temps, nous, on a qu'écrit et lu le français, l'anglais. Maintenant, de plus en plus aussi, c'est l'oral qui compte. Bien Il sûr. faut le pratiquer parce qu'une langue ne s'apprend pas seulement en écrivant et en lisant. Il faut la pratiquer avec les autres. C'est ça. C'est juste un exemple qui ne vient pas du scientifique, mais quand même. Absolument. Comment vous aimez apprendre, vous, actuellement? Il y a plein de formats, il y a les vidéos, les tutoriels, les cours magistraux. Enfin, qu'est-ce qui vous plaît? Vous, est-ce que vous avez des formats de prédilection pour apprendre? J'aime bien suivre des formations. Alors, je m'inscris, sinon je ne me prends pas le temps. D'accord. Parfois, je prends l'un ou l'autre podcast pour écouter. Et je lis parfois des livres, mais assez diagonalement. D'accord. Ça veut dire j'achète et j'ai une belle bibliothèque déjà de livres. Ouais. C'est vrai, mais je les lis certainement pas tous. Mais je crois que je suis presque fan d'avoir une belle bibliothèque de livres, surtout dans le management. Oui. Ouais. Ah, ok. Donc, on est passé des mathématiques au management en termes de lecture. C'est ça. Okay. Ça marche. Dernière question pour cette partie de l'émission. L'IA est le hot topic de ces 2-3 dernières années. Quel regard vous portez sur ce sujet dans la mesure où les ingénieurs en sont à la fois l'architecte et les futurs utilisateurs de l'intelligence artificielle? Quel regard global vous portez sur cette thématique? L'IA, c'est comme une autre technologie. Elle est maintenant mise vraiment, tout le monde en parle. Je crois que l'IA a son rôle à jouer, mais l'IA existait déjà il y a une dizaine d'années. Sauf qu'on ne l'a pas nommé comme ça. Ouais. Je crois qu'on parle d'automatisation, de robotisation. Il y a beaucoup d'industries qui ont déjà fait un pas en avant. C'est vrai qu'avec les prompts et tout ça, ça a amené encore quelque chose de plus. Dans notre métier, on a engagé maintenant un AI manager qui suit toute cette évolution. On a maintenant fait notre Schröder bot. Ça veut dire on prompt et on cherche des informations dans le monde Schröder. Ouais, bien sûr. Et puis on est en train de monter encore l'une ou l'autre application concernant ça. Il faut l'utiliser pour s'améliorer, pour rendre le travail encore plus efficace. Bien sûr. On peut faire ça. Dans notre métier, on parle plutôt aussi de BIM, Building Information Management. Ouais. Ça veut dire on a un modèle, on a une maquette et on peut automatiser certains processus. On ne peut pas les tous automatiser, que certainement pas. Et surtout, il faut aussi les contrôler, les vérifier que c'est plausible. Oui, bien sûr. Pas qu'on sort une info et c'est complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que les notions de base doivent être connues, parce que sinon on ne peut pas vérifier le résultat. Nous arrivons à la dernière partie de notre émission. J'aurais voulu savoir aujourd'hui vers quoi vous porte votre curiosité, d'un point de vue personnel comme du point de vue de l'ingénieur que vous êtes. Qu'est-ce qui dans la vie courante vous intéresse en dehors du travail pour commencer ? Je travaille beaucoup. Beaucoup. J'essaye d'avoir un peu de loisirs. Ce que j'aime bien, c'est marcher, courir. Parce qu'en marchant et en courant, je peux faire avec quelqu'un d'autre. En courant, je fais assez souvent moi-même. Et alors, tu as des idées qui tournent. Et assez souvent, j'ai les meilleures idées en courant. Ils disent alors, ah zut, tu as de nouveau couru un semi-marathon, un marathon, alors tu viens plein d'idées. Je trouve que c'est important d'avoir un équilibre, ce qui n'est pas trop évident, parce qu'il y a quand même chaque soirée quelque chose ici à droite. Et parfois, il faudra aussi dire non. OK, je ne dois pas être présent et je prends le temps pour moi. Et ça, je dois peut-être encore apprendre. C'est clair, mais oui. J'aimerais bien, en dehors de tout ça, de prendre le temps pour soi-même. En privé, c'est quelque chose que je dois apprendre et que je veux apprendre, en quelque sorte. Prendre du temps. Prendre du temps pour soi-même. Voilà. Je crois que c'est important. Quelqu'un m'a dit une fois dans une formation, qu'est-ce qui est important pour vous? Et tout le monde écrit la famille, ceci ou cela. Elle a dit, non, vous. C'est d'abord vous. Parce que si vous n'allez pas bien, comment les autres autour de vous peuvent bien... Et c'est ça, je crois que c'est important aussi d'écouter soi-même, ce qu'on ne fait pas assez souvent, peut-être. D'un point de vue plus professionnel de l'ingénieur, quelles sont les thématiques qui vous enchantent aujourd'hui parce qu'elles sont innovantes, ou certains domaines particuliers de l'ingénierie qui vous parlent plus que d'autres?
L'ingénierie, c'est génial, il y a une liste, ça ne va jamais terminer. C'est ça qui est bien. Oui, c'est clair qu'on a maintenant l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, il faut faire bouger. Je crois que c'est important de suivre cette évolution. Et puis, il y a dans notre métier, par exemple, l'ingénieur génie civil, on parle maintenant de logistique, c'est quelque chose d'important. Il y a l'hydrogène qui vient maintenant. Il y a la construction durable, on parle de construction durable. Comment construire à l'avenir? Est-ce que c'est maintenant l'impression de maison, imprimante à maison ou à résidence? Il y a maintenant la première qui a été imprimée à Niederanven, Saint-Gerberg. Et c'est vrai, le monde évolue, il faut suivre, il ne faut pas peut-être faire tout de suite tout, mais il faut suivre les bonnes les meilleures tendances et les bonnes tendances. Et c'est pas évident parce qu'il y a actuellement beaucoup qui bougent. On essaye d'être sur chaque plateau et de s'informer. Et c'est très intéressant parce que ça bouge. Ça bouge, et ça me plaît, oui. Ça me plaît. Et il y a une ingénierie dont on parle souvent au Luxembourg, c'est l'ingénierie financière, mais elle n'est pas la seule. Comment se situe le pays d'un point de vue plus global en termes d'ingénierie? Est-ce qu'ici, on développe des solutions de pointe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque particulièrement au Luxembourg en termes d'ingénierie? On a de bonnes institutions de recherche. On a une université. Évidemment. J'étais toujours au début, je me suis dit pourquoi on a besoin d'une université. Parce que je trouve toujours que les Luxembourgeois doivent sortir du pays pour apprendre à connaître une autre culture et aussi à couper le cordon familial. Mais quand tu vois maintenant, il y a quand même l'université avec toutes les instituts de recherche. C'est quand même bien pour promouvoir l'innovation et les recherches. Récemment, on a visité avec notre association des ingénieurs scientifiques du Luxembourg, on a visité le LIST, et le LIST qui nous a montré sur quoi il recherche. C'est quand même énorme, mais il n'y a personne qui le sait en quelque sorte. Et ça, c'est parfois un peu dommage qu'on ne montre pas ce qu'on sait faire et ce qu'on fait au Luxembourg. Oui. Et ça, il faudra peut-être encore plus promouvoir. Mais qu'est-ce que fait l'Université de Luxembourg? Qu'est-ce que font les instituts de recherche? Qu'est-ce que font les entreprises? Bien sûr. Je pense que les entreprises innovent aussi. Si je prends Goodyear, qui ont leur Development Center ici au Luxembourg. Il y a l'IAE qui fait des sensors pour l'automobile aussi, qui fait aussi de la recherche ici au Luxembourg. Et je crois qu'il faudra peut-être parler aussi de l'industrie et des entreprises qui innovent pour dire ça peut être intéressant pour moi. Sûr, et ça, il faudra promouvoir un peu plus. Vous le disiez tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, c'est, comme vous venez de nous le montrer aussi, sortir de son territoire géographique. En quoi tout ça est aussi important, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est inciter les Luxembourgeois à sortir de leur périmètre. Vous continuez à le faire beaucoup par des voyages. Qu'est-ce qu'on apprend en allant chez les autres? Qu'est-ce qu'on regarde particulièrement quand on est ingénieur? Mais on regarde, on apprend deux choses. Premièrement, c'est l'inspiration. On voit d'autres choses. On a visité maintenant la Future Classroom ou la Future Workplace au Japon. Est-ce que ça colle sur le marché européen? Ça, c'est une autre chose. Mais on voit, on s'inspire. Mais on voit aussi, et ça, c'est la deuxième chose, en luxembourgeois, on dit die Kach noch schüss mat Wasser, qu'ils sont quand même, ils ont un certain niveau, mais il ne faut pas se cacher non plus. Oui, d'accord. Je crois que c'est parfois bien aussi de voir on n'est pas si mal qu'on croit, ou on est quand même sur une bonne piste. Et je crois que le Luxembourg n'est pas si mal. Je crois qu'on peut plus montrer ce qu'on sait faire. Il y en a d'autres qui savent faire trop bien, presque, ou très bien, et nous, peut-être trop peu. Ça, c'est... Très bien. On dit parfois, alors je crois que c'est la définition un peu officielle, que l'ingénieur, c'est celui qui conçoit les produits et les services de demain. À quoi ressemble votre demain à vous? Sous-entendu, à quoi aimeriez-vous que ressemble l'avenir, en tout cas pour ce qui concerne les ingénieurs? On l'a dit, peut-être plus durable, plus innovant, je ne sais pas. Il y a toute une histoire maintenant. Je crois qu'on a un impact. Et je crois que le Luxembourg a son impact quand même. Il est énorme.
il faut réduire l'impact. Je crois qu'on a là une certaine responsabilité. Le gouvernement en est conscient. Je crois qu'on en parle maintenant de décarbonation de l'industrie. Je crois qu'on a là notre mot à dire. Et pour ça, on a besoin d'ingénieurs qui réfléchissent comment je peux réaliser ou autrement, comment je peux réduire notre impact carbone, comment je peux maintenant amener de l'hydrogène pour réduire cet impact. Et je crois que ça doit être l'avenir, qu'on réindustrialise de nouveau l'Europe. Je ne parle maintenant pas que du Luxembourg, tout en sachant à réfléchir comment quand même encore réduire notre impact. Ça veut dire qu'il faut réindustrialiser intelligemment. Et pour ça, on a besoin d'ingénieurs. Et ça, c'est le défi, à mon avis, à l'avenir, parce qu'il faut être indépendant aussi. L'Europe doit être indépendante par rapport aux externes. Je crois que c'est maintenant un sujet, à cause d'une taxe, malheureusement. Mais je crois que ça devrait être de toute façon le cas. Il faut vraiment voir comment on peut être indépendant. Et pour ça, il faut réindustrialiser. Et pour ça, il faut réfléchir comment le faire en préservant quand même un environnement humain et naturel sain. À quoi voudriez-vous, Thierry, être meilleur et comment vous y employez-vous? Moi, j'ai des lacunes en anglais, par exemple, parce qu'à Lausanne, on a étudié qu'en français. Je suis en train d'essayer d'améliorer, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'emploie pas actuellement dans notre métier, très très peu. Mais on remarque, parce qu'on engage maintenant des Ukrainiens, on engage des Syriens, on engage des Afghans, je crois que c'est de plus en plus important que notre métier, par exemple, aussi s'internationalise ou respectivement devient un peu plus anglophone. Ce qui compte aussi pour le pays du Luxembourg, à mon avis. Oui. Ce que j'aimerais quand même aussi améliorer, c'est se prendre le temps pour suivre l'évolution des employés, être plus proche. Et ça, c'est l'histoire du temps, comme toujours. Bon. En parlant de temps, je vais vous poser maintenant 3 questions express. C'est les 3 questions que je pose à tous nos invités. La première, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, que feriez-vous? La même chose. Quelles sont les choses que vous pensez vraies et que les gens pensent fausses? S'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas, non. Joker? Joker, oui. Qu'y a-t-il de curieux en vous? Je reste toujours curieux, je veux faire connaissance de plein de gens, de plein de sujets, et parfois je suis trop impatient. Et ça, c'est mon caractère. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Ça, c'est une bonne question. Ça, il faut demander peut-être autour des personnes qui sont autour de moi. Merci Thierry, ce fut un réel plaisir de parler avec vous. Ce 2e épisode du podcast est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, restez curieux. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao!